mais à 23-24 ans, les gens qui ont commencé à 15 ans, ils peuvent être déjà sous-chefs. Le blog est passé dans l'émission Un dîner presque parfait. Ok. Je parle de ça en 2012. Alors, on va être honnête, quand on travaille en pâtisserie, hôtellerie, restauration, pâtisserie boutique et qu'on commence, mais même en montant les échelons, c'est des salaires qui sont très bas. Bonjour à tous et bienvenue dans le jargon. On se retrouve aujourd'hui avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. On est donc dans son atelier chez Liliane Clos. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'est Liliane Clos et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors Liliane Clos, c'est des ateliers gourmands à Paris, rue de Cléry, 2 établissements où on donne des cours de pâtisserie, de cuisine, de mixologie, de chocolaterie, de boulangerie, tout ce qui est gourmand. Et moi, je suis Chloé, cofondatrice du coup de ces ateliers. Ok, tu es du coup chef pâtissière, c'est bien ça? Je suis chef pâtissière de formation, donc je donne les cours de pâtisserie et aussi je fais toute la gestion opérationnelle pour les ateliers. Ok. Est-ce que tu continues à cuisiner aussi ou est-ce que tu es vraiment juste dans la gestion? J'aime bien garder un pied dans les ateliers, voir ce qui se passe. Donc je continue de donner des cours, mais je fais de plus en plus de gestion et je donne un petit peu moins de cours. Mais c'est toujours important, je trouve, de garder un pied, de voir tout fonctionne bien, les retours des clients, comment ça se passe, le matériel, etc. pour avoir une vraie vision de ce qui se passe. Ok, trop bien. Est-ce que du coup, tu es forcément pâtissière? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? C'est quoi ton parcours? J'ai pas commencé par ça. Quand j'étais au lycée, comme beaucoup, je pense, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai fait une classe préparatoire, je suis rentrée en école de commerce, je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, donc je me suis laissée porter. Et puis j'ai fini par trouver, parce que petite anecdote, en 2012, ça se faisait, j'ai lancé un blog de pâtisserie, qui a toujours été ma passion, mais je pensais pas que ça pouvait être un métier. Ok. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie, j'ai commencé à faire des petits partenariats, etc. Et puis j'ai réalisé c'est ça qui me plaisait vraiment, et un peu moins les cours de finance. Je me suis déjà réorientée dans la food, on va dire, à la fin de mon parcours d'école de commerce, en faisant des stages chez Alain Ducasse, par exemple, ou des choses comme ça. Et quand j'ai terminé mon master, je suis rentrée à Ferrandi pour passer mon CAP de pâtisserie. Ok. Donc en 2017, j'ai eu mon CAP de pâtisserie. J'ai commencé à travailler, parce que je voulais découvrir le métier avec un diplôme. On ne connaît pas vraiment, c'est pas encore travaillé. Donc j'ai commencé à travailler au Mandarin Oriental. Après j'ai travaillé au Ritz. J'ai travaillé dans une boulangerie qui s'appelle chez Mamiche également. Et une fois que j'avais fait mes armes, je trouvais ça beaucoup plus sympa d'enseigner que de produire en quantité astronomique, de partager le savoir-faire et ma passion, que de rester toute seule à produire. Donc c'est là où Lily intervient et qu'on a mêlé nos forces pour créer Liliane Clos. Ok. Ouais, du coup, au final, après ta formation, même si tu aimes faire, le côté lien humain, partage, transmission était presque plus important que le fait de produire. Exactement. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'on continue de faire, ce qu'on fait quand même quotidiennement, mais que je trouvais pour moi, ça pouvait être un métier qui pouvait être un peu solitaire, parce que même si on est une grande brigade, etc., finalement, on est seul face à sa production, et à 10h du matin, on a déjà fait 200 gâteaux, mais on voit assez peu les retours des clients. Alors que moi, ce que j'aimais dans la pâtisserie, c'était faire, bien sûr, mais c'était aussi de partager le moment de la dégustation, etc. Donc là, je le retrouve, je partage mon savoir-faire, et je partage aussi le moment de la dégustation, de voir les gens heureux, de manger des gâteaux. Généralement, ils sont quand même contents. Ok, ouais. J'ai rarement vu quelqu'un qui n'était pas heureux de manger un gâteau. Non, puis généralement, les gens qui passent la porte, ils savent déjà ce qui les attend 2 heures après, donc ils rentrent heureux, ils ressortent encore plus heureux, c'est que sympa, quoi. Oui, Non, c'est vrai. J'ai réfléchi à quelqu'un qui serait venu prendre un gâteau et qui ne serait pas qui serait content, mais triste. en fait, non. Enfin, je crois que personne ne peut être malheureux d'un gâteau, quoi. Les gens, ils viennent pas entrer dans des pieds, généralement, donc c'est vrai que c'est un métier sympa. Il n'y a que des gens souriants, Ouais. pas de... C'est pas le rendez-vous avec l'expert comptable, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Du coup, tu as fait un CAP après des études plutôt de commerce. Je trouve ça, mais les CAP, souvent, c'est des jeunes, il y a souvent des gens qui commencent très jeunes dans les CAP. Là, tu es arrivé, entre guillemets, tard, un peu de la reconversion. Comment ça se passe? Que c'est quelque chose de difficile, de compliqué? Parce que par rapport à des gens qui ont un parcours très linéaire, tout droit. Qui ont commencé à 15 ans. Alors, Ferrandi propose des
des cours pour les reconvertis. Donc moi, j'étais dans une classe avec des gens en reconversion. Donc il y avait des gens de tout âge et de tout bord, parce qu'il y a eu autant un contrôleur SNCF qu'une RH, etc. Donc en cours, j'étais avec des gens comme moi qui étaient en deuxième vie. Mais ils faisaient un programme un peu accéléré, parce que quand on se reconvertit, on n'a pas forcément un an. Donc c'était un programme en 4 mois, donc c'était très intensif. Ok, ouais, donc c'était cours intensif. Je vois le genre. Avant de passer le CAP. C'était plus en rentrant dans le milieu professionnel que ça a été un peu plus compliqué. Alors moi j'avais 23, 24 ans, donc je n'étais pas non plus très vieille, mais à 23, 24 ans, les gens qui ont commencé à 15 ans, ils peuvent être déjà sous-chefs, ils peuvent être chefs de parti. Ils ont peut-être déjà presque 5 ans d'expérience. Donc peut-être presque 10. Donc, alors qu'ils sont potentiels. Enfin, du coup, il y en a aussi qui ont 2 ans d'expérience, donc ils savent un peu, mais qui pour autant, ils sont plus jeunes, donc ils n'ont peut-être pas la même maturité, le même rapport au travail. Voilà, c'est ça. Ça peut être un particulier comme. J'arrivais avec mes connaissances, même d'école de commerce, mais qui venaient surtout de l'organisation du travail, etc. J'arrivais avec très peu de connaissances en pâtisserie, soyons honnêtes, parce que c'est pas 4 mois de cours et un examen qu'on sait travailler. Donc, en étant honnête, j'étais une très mauvaise commis au début. C'est vrai, il faut apprendre. On est toujours mauvais au début. Vu mon âge dans le milieu, les gens s'attendaient à plus de moi. Parce qu'à mon âge, on s'attendait à mieux. Parce que ça tend à des parcours peut-être plus linéaires. Exactement. Et puis après, c'était à moi de faire mes preuves et d'atteindre le niveau qu'on attendait de moi. Donc, j'ai réussi, j'ai beaucoup appris, etc. Mais en effet, c'était l'entrée dans le milieu professionnel à mon âge, où c'était très vieille pour une commis à 23 ans, j'étais âgée. Ok, ouais, donc même quelqu'un qui se reconvertirait à 30 ans, l'écart doit être encore plus violent potentiellement. Oui. Il y avait des gens qui se reconvertissaient à peut-être même 40, comme ça, dans la formation. Oui. Alors, il y avait tout. Après, pour être honnête, les gens qui se reconvertissaient, moi, je n'avais pas encore de projet professionnel. C'est-à-dire, je savais que je ne voulais pas finir dans un bureau, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire de mon CAP. Les gens qui se reconvertissaient et qui étaient plus âgés, ils avaient généralement des responsabilités des enfants que je n'avais pas. Et du coup, ils avaient déjà des projets. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils voulaient ouvrir leur boutique dans telle ville, qu'ils voulaient faire ceci, faire cela. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas forcément passés par la case milieu professionnel et qui ont directement passé à leur projet. Parce qu'ils n'avaient pas ce temps à perdre. En tout cas, eux, ils font leur formation pour servir un projet. Parce qu'ils ont un besoin de capacité technique. Exactement. Là où toi, c'est juste tu cherchais à rentrer dans une capacité un milieu, pour travailler, pour être dans le milieu et ensuite c'est sûr que c'est pas la même approche. Non, exactement. Et le même rapport au travail. Et il y a aussi des cuisiniers qui ajoutaient le CAP pâtisserie à leur formation pour justement compléter un petit peu l'étendue de leurs compétences. Il y avait vraiment un peu de tout. Ok, ouais, donc très varié. Au niveau du travail, est-ce qu'il y a des différences c'est quoi les horaires? C'est quoi le rythme de travail? Est-ce que c'est comme la restauration classique ou est-ce que la pâtisserie, il y a des choses spécifiques? Je pense qu'on peut penser facilement au boulanger-pâtissier on se dit, le boulanger, il se lève tôt pour faire le pain, mais il fait la pâtisserie en même temps. Est-ce qu'en pâtisserie, c'est pareil? Vous commencez très tôt en décalé pour faire en avance? Comment ça se passe dans le milieu pro, en fait, la pâtisserie? Alors moi, j'ai pas mal travaillé dans l'hôtellerie. Donc en fait, dans l'hôtellerie, c'est du 24 heures sur 24. Parce qu'il y a le petit déjeuner, le brunch le week-end, le déjeuner, il y a de la restauration toute la journée, il y a du room service. Donc si un client veut un dessert à 17h, ça c'est à nous de le faire. Donc en fait, dans l'hôtellerie, il y a des pâtissiers sur place quasiment toute la journée, sauf entre minuit et 5h du matin, je dirais. C'est juste qu'il y a une équipe du matin, une équipe du soir, une équipe de journée et que ça va tourner. Moi, j'ai fait un peu de soirée. Donc la soirée, ça va être surtout de la restauration. Donc on va faire du dessert à l'assiette pour les restaurants de l'hôtel, des restaurants étoilés ou non. Donc le niveau peut varier de minutie, de précision, etc. Et j'ai beaucoup plus fait le matin. Donc ça va être la viennoiserie, tout ce qui est petits gâteaux, donc des petits entremets, des petites choses comme ça. Le tea time aussi. Il y a les tea time surtout dans l'hôtellerie. Donc en hôtellerie, c'est tout 24 heures sur 24. C'est tout le temps, il n'y a pas de... Voilà.
Après, en pâtisserie boutique, comme on appelle ça, donc c'est la boutique, la pâtisserie du coin de la rue. Si la boulangerie ouvre à 8h, eh ben, on veut que les clients voient l'étal pleine. Rempli après. Voilà, donc il faut arriver à 5-6 heures pour être sûr qu'à 8h, tout soit prêt. Généralement, tout ce qu'on avait préparé le matin part le matin. On travaille jusqu'en début d'après-midi pour faire le réassort pour l'après-midi et on termine vers 14h. Ça dépend des établissements, bien sûr, et on va terminer. Donc, en pâtisserie boutique, c'est un job plutôt du matin, on va dire. Ok, ouais, comme une journée de travail normale, juste décalé Exactement. pour démarrer à Juste, on va 4 commencer heures. à 6h, ouais, 5-6 heures plutôt. Ok. Du coup, tu nous as dit que c'est du 7 jours sur 7, enfin toute la journée. Pour les ateliers ici Non, en hôtellerie. Ah oui, en hôtellerie. En hôtellerie, c'est 7 jours sur 7. Et après, les pâtisseries boutiques, ça dépend leur jour de fermeture. Ok. Du coup, les ateliers ici, vous n'êtes pas en 7 jours sur 7 Si. Aussi Si, parce que du coup, maintenant, on a une équipe de chefs. Ok. Donc, tout le monde a ses jours de repos, mais on a sur 7 jours sur 7 des ateliers qui sont animés dans nos 2 ateliers. C'est un rythme qui est quand même peut-être plus... C'est quoi c'est plus facile peut-être quand même les ateliers? C'est moins intense peut-être que l'hôtellerie ou la boutique? Quand on est chef d'entreprise, c'est un rythme différent, mais ça ne s'arrête jamais. Oui. C'est-à-dire qu'on ne décroche jamais vraiment de son téléphone ou de sa boîte mail, on veut toujours savoir ce qui se passe. Après, pour les chefs qui travaillent pour nous, je dirais que quand même le rythme est plus facile si on a une vie sociale, qu'on a des enfants, etc. Parce qu'on ne commence pas à 5h, les cours peuvent commencer à 10h. Donc il faut arriver un petit peu avant et le dernier cours va se terminer à 19h, 20h pour la pâtisserie, 23h pour la cuisine. Mais ça reste des horaires qui sont plus communs, on va dire. Plus traditionnels. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Et puis ça va dépendre aussi, parce pour notre activité, on a des cours tous les week-ends qui sont fixes. Et puis après, on a énormément de privatisation, que ce soit des touristes, des team building, etc. Et ça, c'est à la demande. Okay. Donc les chefs qui donnent les ateliers, ou même moi-même quand je les donne, peuvent gérer leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Ok. Donc c'est un rythme qui est quand même plus cool, je dirais. Ok. Comment est-ce que tu as rencontré ton associé? J'ai rencontré mon associé en première année d'école de commerce. En fait, j'ai fait chinois LV2 pendant tout mon lycée et ma classe préparatoire. Donc, je suis rentrée en cours de chinois LV2 et on était dans la même classe. Okay. On est devenus amis. En fait, à la fin d'année, on est partis toutes les deux en stage à Shanghai. On s'est mis en colocation. Donc là, ça nous a vraiment rapprochés. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Ok, bon. Potes d'études. Qui ensuite montent une affaire ensemble. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, après l'école, Lily est partie de son côté pendant que moi, je faisais mon CAP, que j'ai commencé à travailler, etc. Sauf qu'on en est arrivé à un point où elle n'était pas épanouie dans son job. Et moi non plus, où il me manquait toute cette notion de partage. Ok. Et donc, un énième dîner entre copines où je lui dis hey, « Qu'est-ce que ça te ferait plaisir de… » Elle me fait « Ah ouais !» Et puis, c'est comme ça que ça a germé. On s'est dit « Ok, quelles sont nos compétences? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ?» On a commencé à en parler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant plusieurs mois, on a travaillé à côté de nos jobs respectifs. Puis, on a quitté nos jobs pour se lancer à 100%. Ok. Donc, on s'est rencontrés il y a très longtemps. On ne s'est jamais quittés, on est restés copines. Et à un moment, notre malheur dans nos jobs respectifs convergeait. Ok. Ce qui nous a mené à créer notre entreprise avec nos règles qui nous faisaient plaisir. Et où on pouvait se dire que c'était un kiff d'aller travailler tous les jours. Tu as parlé que tu avais fait un blog sur la pâtisserie. Oui. Et que c'est ce blog qui t'avait fait comprendre que... Comment est-ce que c'est parce que le blog a marché? Est-ce que c'est parce que tu prenais du plaisir à le faire? Comment est-ce que le fait de faire le blog te fait te dire, en fait, là, ce que je fais dans ma vie, c'est nul, alors que ce blog de pâtisserie, en fait, c'est un truc de ouf? Donc, j'étais rentrée en école de pâtisserie et en fait, en première année, on a du temps. Enfin, je veux dire, comparé à la classe préparatoire, on se faisait un peu chier. Donc, j'ai commencé à faire ça sur le côté et en fait, j'y mettais de plus en plus de cœur à faire des beaux gâteaux, des belles photos, j'écrivais le texte, etc. Et en fait, ça a bien marché au sein de l'école, enfin du réseau d'école, mais comme on est des promos de 300-400, ça fait déjà du monde qui en parle, etc. Et le blog est passé dans l'émission Un dîner presque parfait.
Ok. Je parle de ça en 2012, donc il y a eu un petit pic de visibilité à un moment. Donc j'avais commencé à recevoir des commandes de gâteaux, des choses comme ça. Ok. Alors, t'avais même pas fini ta formation du coup à ce moment-là. Mais j'avais même pas fait ma formation, Ah oui, d'accord, j'étais en ouais. première année d'école de commerce, donc j'avais 18 ans. Ah oui, donc c'est vraiment. Je faisais des cupcakes sur un blog. Ok, ouais. C'est avant même le projet. Ouais, quoi. Instagram n'existait pas, c'était les débuts, enfin, il n'y avait Ok. vraiment rien, c'est juste, j'avais eu des petites commandes. Et je pouvais passer des heures à faire des gâteaux, je ne voyais pas le temps passer. Ok. C'est-à-dire, je regarde l'heure, ah, quoi, ça fait déjà 6 heures, je ne voyais pas le temps passer. Quand je faisais mes stages, mes cours, et trucs, je me rendais compte que quand il était 17h30, j'étais contente que ce soit bientôt la fin de la journée et je comptais les minutes avant la fin. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux dans ma vie, c'est pas regarder l'heure. C'est que ma journée, elle passe vite parce que je me suis amusée. Et ça se passe vraiment quand je fais de la pâtisserie. Et j'ai testé plusieurs stages dans plusieurs entreprises. Ça s'est toujours très bien passé, mais j'étais contente quand on était vendredi et que c'était le week-end. J'étais contente quand c'était la fin de journée, il fallait que je rentre chez moi. Et je vivais plus pour ma vie d'après le travail que le travail qui n'était pas vraiment ma passion. Ouais. Et quand j'ai eu cette réalisation, j'étais en année de césure. Et en fait, tous mes amis commençaient à postuler pour des grands jobs dans des grandes boîtes. Je me suis dit, il faut que je fasse pareil, je crois. Et j'ai commencé à regarder les offres et je lisais ce qu'ils attendaient de moi. Je disais, je suis pas sûre. Vraiment, je vais bien devoir mentir en entretien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je vais finir mon école, mais je n'irai pas postuler dans une grande boîte pour être derrière un bureau juste après. C'est pas ce que je veux. Donc, c'est pas regarder ma montre. C'était ça le déclic. Ok, ouais. C'est vrai que t'es pas dans le rythme actif de la vie professionnelle et t'as déjà envie que ça s'arrête. Ouais. Si déjà t'as d'être le vendredi, c'est que c'est pas. Voilà, si ça fait 10-20 ans que tu travailles, bon, peut-être qu'on peut ressentir une certaine lassitude. Mais voilà. Avant d'avoir commencé, peut-être qu'il y a un signe, qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Voilà. Alors que moi, avec les gâteaux, comme je le faisais après le travail, après les cours, etc., je pouvais commencer à 21h, finir à 3h du matin, ça ne me posait aucun problème. Okay. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, donc on a lancé l'entreprise il y a 7 ans avec Lily, encore aujourd'hui, je ne compte pas mon temps parce que je ne le vois pas passer, parce que tout est marrant. Ouais, ok. Pari réussi. Ouais, c'est ça, pari réussi, et ouais, c'était le bon choix du coup. Enfin, oui. On a parlé du rythme des chefs qui ont un rythme quand même plus chill, on va dire, entre grands guillemets, que dans l'hôtellerie. Toi, comme tu es chef d'entreprise, bon, tu as un rythme de chef d'entreprise, hein. Pas besoin de l'expliquer, c'est intense. Intense, voilà, c'est le bon mot. Est-ce qu'il y a quand même, on va dire, une variance dans l'activité, par exemple, des moments qui sont très intenses, d'autres qui sont beaucoup plus creux, ou est-ce que c'est vraiment une activité où genre toute la semaine, tout le temps, toute l'année, ça envoie? Est-ce qu'il y a des périodes vraiment fortes, particulières? Pour notre activité, on a quand même pas mal de saisonnalité. Parce que comme on donne par exemple, on fait des team building. Les team building, ils n'ont pas lieu toute l'année. Ça va être les fêtes de fin d'année, donc novembre-décembre, et ça va être avant les grandes vacances. Donc on va dire entre juin, juillet, mai, il y a tous les ponts de mai. Donc un peu moins, c'est un peu plus calme, mais juin, juillet, on va avoir beaucoup de team building. Pareil pour tout ce qui est tourisme. Eh bien, ça dépend de s'ils sont en vacances ou non. Donc les vacances de Noël, ça va être vraiment notre pic d'activité, on va dire. Mais en plein mois de février, c'est plus calme. Parce que ce soit les team building ou les touristes, voilà. Donc ça fait 6 ans qu'on a ouvert et qu'on peut déceler quand même des pics d'activité et des temps un peu plus calmes. Mais sur les temps calmes, ça nous permet de travailler sur des projets de fond, par exemple lancer des nouveaux ateliers, faire un shooting photo, faire du contenu pour les réseaux sociaux, remettre en état l'atelier. Donc c'est bien qu'il y ait des temps un petit peu plus calmes pour nous donner l'opportunité d'avoir des activités intenses, très intenses. Oui, de toute façon, chef d'entreprise, quand il y a des temps calmes, en fait, c'est le temps pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire dans les périodes de rush. Exactement. Du coup, est-ce que vous avez des clients réguliers ou, comment dire, vraiment, comme tu le dis, comme il y a des périodes, par exemple sur les touristes, que vous avez par exemple une période où c'est la vague de tel type de touristes et puis après, tu as une autre période avec une autre vague de touristes très différente. Enfin, est-ce qu'il y a comme ça des profils que vous repérez, qui reviennent régulièrement? Alors, sur le tourisme, on travaille beaucoup avec les États-Unis. Donc, on a énormément de tourisme d'Amérique, un peu de Canada, un tout petit peu d'Europe, un tout petit peu d'Amérique latine, mais c'est surtout des Américains. Donc, eux,
ils n'ont pas, comme nous, des vacances nationales, c'est très étalé. Donc, ils ont Thanksgiving, ils ont Noël, mais ça commence un petit peu avant, après. Et donc, les Américains, voilà, et ils ont une façon de consommer. Eux, ils viennent pour l'expérience, pour faire le croissant, le macaron, pour passer un bon moment en famille. Et donc, voilà, on a beaucoup de touristes américains surtout qui reviennent comme ça. Et qui sont du coup toute l'année, parce qu'eux, ils sont pas bloqués sur des dates. Justement, parce qu'en fait, ça intéresse plus les familles, on va dire, que d'autres typologies de touristes. Donc, on a beaucoup de familles avec des enfants, donc ils suivent les vacances scolaires. Ok. Mais les vacances scolaires, par exemple, d'été, vont commencer en mai-juin dans certains États, terminer en juillet pour d'autres, ou en juin pour certains. Donc, ça peut être sur une période très étendue. Ok, oui, c'est pas comme nous des petits blocs de 2 semaines très intenses. En fait, c'est juste des. Parce que chaque école a son propre planning, donc ça peut être assez étendu. Ok, c'est des saisons entières en fait d'activités plus intenses. Généralement, entre le spring break et fin août, c'est en continu. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Et en dehors des touristes, est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que vous avez une clientèle genre française qui revient régulièrement? Ou est-ce que, en fait, comme c'est des ateliers, est-ce qu'à chaque fois, c'est vraiment des nouvelles têtes? Tous les week-ends, on a des ateliers pour le grand public français. Et donc, tout samedi, tout dimanche, on propose 3 ateliers par jour de pâtisserie française, macarons, croissants, des entremets chocolat, etc. Et là, j'avoue qu'on a plus de nouvelles têtes. C'est tous les jours, tous les week-ends du coup, des gens différents. On peut avoir des gens qui reviennent parce qu'ils ont appris à faire les choux. Ils ont beaucoup aimé l'ambiance, ils ont bien aimé la méthodologie, ils vont revenir pour faire des macarons. Mais comme c'est du loisir, on a peu de gens qui reviennent beaucoup. Ok. C'est du one-shot généralement. Ok, d'accord. Parce que du coup, un atelier, on va faire on va juste apprendre à faire les macarons. Exactement. Donc si on veut apprendre à faire, 10 pâtisseries différentes, il faut faire 10 ateliers. Il faut faire des ateliers, exactement. Mais la pâtisserie prend du temps, donc on a des cours de 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Et par exemple, déjà apprendre en 2 heures à faire des macarons, c'est déjà sportif. Ouais. En 3 heures, on fait des croissants, c'est déjà pas mal. Mais si on veut apprendre tout ça, il faut prendre tous les différents cours. Ok. Parce que je me rends pas compte, je suis un peu feignant sur la pâtisserie. J'aime bien cuisiner. Ça arrive. J'aime bien cuisiner, mais l'avantage avec la cuisine, c'est on peut être maladroit, on peut se tromper dans les quantités. Voilà. Oui. La pâtisserie, 20 grammes de trop, c'est raté. Ah oui. Ce qu'on dit, c'est que les cuisiniers sont des artistes, mais que les pâtissiers sont des scientifiques. Oui. Parce qu'on rajoute un peu de curcuma, un peu d'ail, ça marche quand même. Comme tu dis, 20 grammes, ça peut ne pas du tout marcher. 20 grammes en cuisine, c'est rien. 20 grammes en pâtisserie, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais, moi, je suis plus KO, donc j'aime. Artiste. Voilà. On dit artiste. On va dire ça comme ça. Et du coup, je me rends compte que c'est du temps que prennent les pâtisseries. C'est un temps, les ateliers, c'est très intense, c'est assez chill pour. Voilà. Ça dépend des ateliers. Ok. En fait, par exemple, concret, l'atelier Paris-Brest. En vrai, le Paris-Brest, il y a beaucoup de choses à faire, donc ça, c'est un atelier qui est assez intense. Ok. L'atelier macaron fait peur au plus grand nombre, parce qu'on entend toujours j'ai raté, c'est dur, il pleut, je sais pas, il y a un coup de vent. Mais finalement, une fois qu'on a toutes les techniques et qu'on a tous les secrets, c'est assez facile. Donc le cours c'est pas le plus intense. Donc ça dépend vraiment des ateliers et de la pâtisserie choisie. Ok. On fait un cours d'entremets de 4 heures. Sur 4 heures, c'est vrai qu'on prend notre temps, mais il y a besoin de ces 4 heures parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes pour réaliser les entremets, le glaçage miroir, les inserts, les croustillants, etc. Et puis je suppose qu'il y a des étapes de cuisson, des choses comme ça qui sont incompressibles. Exactement. Donc il faut le temps que chaque chose cuise, repose, et ainsi de suite. En pâtisserie, il y a des temps incompressibles, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un fraisier en 1 heure. Même si je suis très rapide, c'est pas possible. Donc, il y a des choses qui vont prendre du temps, même si c'est pas très dense. Voilà, le temps de voir toutes les étapes tranquillement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des choses, je sais pas, des gens qui viennent, qui du coup découvrent les ateliers, ils connaissent pas, ils viennent pour apprendre, passer un moment, et du coup, il y a des termes, comme c'est des néophytes, débutants, ils connaissent pas les termes techniques. Et du coup, ils sont perdus devant le jargon technique de pâtisserie. Tu vois, ils savent pas comment s'appelle tel ustensile. Mais nous, on explique tout. En fait, c'est le but aussi. C'est déjà
que ce soit accessible à tous, quel que soit le niveau, que tu aies déjà fait un fraisier ou jamais, il n'y aura pas de désavantage, et d'expliquer tout. C'est-à-dire, par exemple, là, on donne des cours babka et roulé cannelle. Ok. On va expliquer la science qui se cache derrière chaque ingrédient. Qu'est-ce que la levure? À quoi elle sert? Comment elle fonctionne? La farine, on l'utilise tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Comment ça fonctionne? Laquelle utiliser en fonction du produit qu'on fait? C'est-à-dire, si je fais une brioche, est-ce que je vais utiliser la même que pour des croissants ou pour un gâteau au citron? Et en fait, on va expliquer tout ça en langage quotidien. Hein. Le but, c'est pas de repartir avec Oui. un cours de science complet, mais juste de comprendre la science derrière chaque ingrédient. On va donner les termes techniques et les expliquer. Mais par exemple, pour les cours de macarons, il y a un terme, c'est macaronner. Mais globalement, c'est juste mélanger jusqu'à atteindre une certaine texture de la pâte. Une fois que je l'ai expliqué, je peux dire macaronner, c'est pas sorcier non plus. Oui. Mais voilà, donc on essaye de tout expliquer pour banaliser un peu tous les termes techniques et d'expliquer la science derrière chaque ingrédient pour qu'on, si on rate à la maison ou s'il se passe quelque chose de différent, on puisse comprendre ce qui s'est passé. Oui, et puis même rechercher du coup, parce que des fois, ce qui est dur, c'est quand il y a des termes techniques et qu'on ne les connaît pas. Bah oui. Si on se trompe sur cette technique et qu'on n'a pas le terme, on ne peut pas chercher pour le retrouver, le réapprendre. Exactement. Est-ce qu'il y a des termes techniques où vraiment, où tu vois c'est un terme technique, tu vois, qui à chaque fois, les gens ne savent pas ce que c'est, ou ils sont un peu c'est ça, un truc très courant. Je trouve que maintenant, avec toutes les émissions de télé qui existent autour de la cuisine, la pâtisserie, le meilleur pâtissier, Top Chef, etc., les gens en connaissent quand même beaucoup. Ok. C'est-à-dire, j'en vois en tous les cas en atelier de moins en moins qui n'ont jamais entendu certains termes. C'est vrai que maintenant, mais même les émissions de télé, les séries, les films, on en voit de plus en plus. Ok. Et puis en plus, les gens qui arrivent jusqu'à nous sont déjà généralement un petit peu intéressés. Oui, voilà, donc qui sont peut-être déjà un peu renseignés. Exactement. Donc généralement, mais c'est vrai qu'avec la démocratisation de toutes ces émissions télé, les gens ont déjà entendu parler de certaines choses. Mais s'ils connaissent rien du tout, on leur explique et puis de toute façon, casser un œuf, c'est casser un œuf. Hein. Même si on utilise clarifier ou séparer le blanc du jaune, le résultat est le même. Oui. Voilà. Ok. Donc il y a les ateliers, mais est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites en dehors des ateliers ou est-ce que les ateliers, c'est votre seule activité? On a lancé 2-3 petits projets à côté. On avait une première chose, c'est qu'on a fait une collaboration avec une marque de maroquinerie où on a créé des sacs pour transporter les pâtisseries adaptés pour ne pas les renverser. Donc on a travaillé avec eux, on a designé les modèles de sacs pour que les gens puissent partir de l'atelier avec leur pâtisserie sereinement et puissent les transporter chez leurs amis, etc. Sans avoir les gâteaux qui se retournent. Exactement. Avec des petites poches, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent les transporter sereinement. Donc on a lancé ça, c'était un design unique qu'on a créé nous-mêmes avec une entreprise familiale où tout est fait en France, tissus issus de ressourceries, etc. On aimait beaucoup leur façon de faire. Donc ça, c'était un premier projet. On a aussi écrit 2 livres de pâtisserie pour enfants. Donc un premier qui a très bien marché, donc on a fait une réédition avec 10 recettes en plus, des bonus, des choses. Et c'est vrai que comme on donne beaucoup de cours pour les parents-enfants, on a énormément, et même avant on donnait des ateliers pour les enfants, on a énormément donné de cours à des enfants. On voit ce qui peut leur plaire et comment ils peuvent réussir à suivre une recette. Donc c'est des livres qui sont entièrement illustrés, étape par étape. Donc s'ils savent bien lire, ils peuvent lire la petite légende en dessous. S'ils ne savent pas encore lire, ils peuvent déjà regarder les images et commencer à faire les petits chefs. Et ils peuvent suivre, réussir à... Exactement. Ok, trop bien. Et on leur dit, appelez vos parents pour cette étape, dès qu'il y a de la cuisson, de la découpe. Mais on a fait en sorte que les recettes soient le plus épurées possible pour qu'ils puissent quasiment tout faire. Donc vous avez vos ateliers, vos cours réguliers, mais vous faites aussi d'autres événements ou des choses sur mesure à part ça? Oui, on a pas mal de demandes, par exemple, pour des EVJF, des EVG, des anniversaires. Et là, on s'adapte, par exemple. La semaine dernière, on a eu un cours très marrant d'une famille qui voulait fêter les 80 ans d'une grand-mère. Et donc, ils voulaient reproduire en cours de cuisine le menu ancestral de la famille. Donc, très sympa, mais accompagné d'un chef cuisinier professionnel. On a aussi des ateliers un peu spécifiques qui sont
Emily in Paris, on va dire. Ah ouais, et Emily in Paris carrément. Et oui. C'est-à-dire que vous êtes c'est un atelier thématique autour de la série, c'est en partenariat avec eux. Exactement, on travaille avec une entreprise qui a racheté les droits Emily in Paris et qui propose des activités touristiques dans tout Paris. Ok. Donc autant des croisières sur la Seine, des food tours où ils vont aller déguster des bonnes baguettes, des bons croissants, etc. Et des ateliers pâtisserie. Nous, on en propose 2, croissants et macarons, qui ont un format un peu spécifique par rapport aux nôtres parce que c'est adapté pour coller à la série. Donc par exemple, les macarons, ils vont être à la lavande. Petit clin d'œil à ce qui se passe dans la saison 4, je crois. Les croissants vont être de couleur rouge pour être un peu plus glamour. Okay. Et il va y avoir plusieurs animations dans l'atelier liées à la série, une décoration spécifique et des goodies. Et c'est vous qui faites les ateliers ? Oui, exactement. En fait, l'entreprise avec laquelle on travaille nous fournit les réservations. Et après, c'est nous, nos chefs, qui animons tous les ateliers. Ok, trop bien. Donc on a parlé du rythme de travail, de l'activité, tout ça. En termes de salaire, un chef pâtissier, ça gagne beaucoup, pas beaucoup. Enfin, c'est comment ? Vu que tu as une expérience pro avant, maintenant que tu as des chefs, que tu fais aussi des ateliers, c'est dans quel ordre de grandeur en fait le salaire d'un chef ? Alors, on va être honnête, quand on travaille en pâtisserie, hôtellerie, restauration, pâtisserie, boutique et qu'on commence, mais même en montant les échelons, c'est des salaires qui sont très bas. Ok. C'est des salaires qui sont assez proches du SMIC pour du 12-14 heures par jour. Ok. Et il n'y a pas de variable vraiment, ou très peu s'il peut y avoir des tips dans la restauration, mais c'est des salaires qui sont quand même assez bas vu les conditions de travail. Les gens qui travaillent pour nous, qui donnent les chefs, qui donnent les cours, qui animent, etc., ils sont en freelance. Okay. Ils donnent des ateliers chez nous, mais ils en donnent aussi dans d'autres entreprises qui animent ce genre d'événements. Et eux, leur salaire va varier. C'est-à-dire que c'est comme nous, pendant le pic d'activité, c'est-à-dire en décembre, ils peuvent, s'ils travaillent beaucoup et qu'ils acceptent toutes les prestations, ils peuvent se faire pas mal d'argent. Mais après, il faut aussi provisionner parce que, comme c'est saisonnier, on va un peu moins les appeler en février parce qu'on a moins d'activité. Mais du coup, il y en a pas mal des chefs qui travaillent 6 mois comme des acharnés, qui gagnent très bien leur vie et qui partent 3 mois en Thaïlande, kiffer. Et en fait, ils ont le luxe de pouvoir gérer les temps où ils travaillent et les temps où ils sont off. Et ils peuvent gagner parfois même bien le double, 2 fois et demi, s'ils travaillent bien en pic de saison, de ce qu'ils pouvaient gagner en restauration, par exemple. Ok, donc au final, c'est une activité, enfin, un peu comme les saisonniers de la montagne, de la plage l'été, mais en ville. Exactement, au final, mais sans contrat. Enfin, c'est-à-dire, comme c'est des freelances, c'est à eux de gérer les prestations qu'ils vont faire, leur activité, etc. Ok. Et oui, enfin, en soi, s'ils veulent travailler plus, ils sont libres de leur rythme. Ok. Et du coup, un salaire, enfin, un chef peut du coup gagner vraiment le double, voire le triple qu'un commis en cuisine. Qu'un rythme classique, oui. Avec en plus cette c'est un inconvénient, un avantage, ça dépend des caractères, mais cette variabilité de la saison. Exactement. Ok. Bah, très clair. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué dans les ateliers, genre un truc vraiment hyper marrant, dans le positif, ou ça peut être un truc négatif, vraiment un truc où tu te dis, genre ça c'est un moment où tu t'en rappelles dans les ateliers, dans ton activité de pâtissière, que tu as retenu? Déjà, moi j'adore donner les cours parce que c'est un moment de partage. Donc quand à la fin, mais les personnalités de chacun font que parfois les gens sont plus réservés, donc on a un peu plus du mal à connecter avec eux. À connecter, exactement. Et je me souviens d'un atelier où on s'était éclaté. C'était un cours complet et vraiment on s'était trop amusé. Et il y avait 3 amis qui étaient venus, 2 Français et une de leurs amies qui était étrangère et je pense qu'ils leur faisaient visiter Paris, etc. Et ils avaient ramené de quoi prendre l'apéro après. Et en fait, ça avait été tellement sympathique qu'ils sont restés après le cours et ils ont pris l'apéro avec nous. Trop bien. Et en fait, c'est pour ces moments-là qu'on donne des cours. C'est pour vraiment la convivialité et le partage. Donc ça, c'est un moment dont je me souviens, mais il y en a 1000, des familles américaines qui sont trop contentes d'arriver, qui me renvoient les photos de ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux.
C'est trop sympa. Mais ce petit apéro avec ses clients, en plus, c'était au début de notre activité. Je m'étais dit, mais c'est génial, c'est hyper sympa. Ouais, quand Voilà. t'es au début, tu te dis genre waouh, si c'est toujours comme ça, c'est Ils la vie de avaient rêve. acheté une bonne bouteille de liqueur de je sais plus trop quoi qu'ils voulaient faire découvrir à leurs amis et on a dégusté avec eux, c'était trop sympa. Trop bien. C'est vrai que comme on le disait au tout début, quand on vient pour de la pâtisserie, on est rarement de mauvaise humeur. Donc généralement, c'était que des bons moments. Et c'est des bons vivants généralement. Oui, C'est des gens qui sont prêts à manger ce qu'ils ont fait à la fin. oui, je pense pas qu'on vienne de faire des pâtisseries pour se dire genre ah non, c'est régime, du coup j'y touche Non, pas. je vous les laisse. Ouais. Ça n'arrive pas. Non. Enfin, en tous les cas, je l'ai jamais vu. Ça aurait pu être marrant. Tu vois, ça aurait pu être marrant. Tu vois. Tu pourrais me dire ceci, il y a des gens, ils sont venus, ils ont fait une pâtisserie, puis ils l'ont pas mangé. Ils ont pas, ouais. Ils étaient à la diète. Non, alors on essaye de s'adapter aussi au régime alimentaire parce que c'est vrai qu'il y en a entre le gluten, le lactose, etc. Donc les gens peuvent nous prévenir en amont s'ils ont des intolérances. Donc on essaye de s'adapter pour que tout le monde puisse manger quand même à la fin. Ok. Ouais, du coup, est-ce que vous faites des ateliers sans gluten? Parce que c'est vraiment pas pareil. Je pense qu'en termes de pâtisserie, Non. j'ai goûté des pâtisseries sans gluten, je me suis demandé qu'est-ce que je mangeais. Non, j'exagère, il y en a qui sont très bonnes. Mais c'est vrai que c'est pas pareil, Non. et c'est même pas pareil à faire. Donc, est-ce que vous avez des ateliers spécialisés? Vous savez faire Alors, nous, ce qu'on propose surtout, c'est des ateliers vegan, donc de pâtisserie végétale. Donc, ça veut dire on n'utilise aucun produit d'origine animale, donc pas d'œufs, pas de crème, pas de lait, etc. Et honnêtement, les gens viennent pour plusieurs raisons. Il y a des curieux qui sont pas du tout végétariens, pas du tout végétaliens. Il y en a qui ont des intolérances. Donc, c'est là où on retrouve pas mal les gens qui ont des intolérances au lactose, aux œufs, etc. Et il y a les végétariens, les végétaliens qui ça intéresse sincèrement. Et tout le monde est surpris parce qu'on peut ressortir vraiment avec des pâtisseries, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'œufs dedans. Ouais. Donc nous, on s'est un peu spécialisé sur la pâtisserie végane. Quand on a des demandes de sans gluten, c'est généralement des cours privés. Ok. L'avantage, c'est que les macarons sont naturellement sans gluten. Ok. Donc, Ça, c'est un cours facile. ça, c'est un cours où on les oriente vers le macaron. Après, on a des recettes qui s'adaptent. Mais c'est vrai que c'est une autre science. Et donc, on essaie de trouver des recettes qui ressemblent plus, où il y a le même niveau de kiff que s'il y avait du gluten. Oui, parce que comme on disait, maintenant, les gens sont quand même très éduqués à la pâtisserie, avec les émissions, etc. Il y a des gens qui en font chez eux un peu. Donc, les recettes, on va dire, traditionnelles, ils peuvent avoir déjà des bases. Mais tout ce qui est sans gluten ou vegan, c'est presque comme c'est une méthode différente. Exactement. C'est presque une science, donc une approche différente. Donc, c'est un apprentissage à refaire de zéro. Et surtout, en France, on est on était patriotes, on est très chauvin sur notre pâtisserie française. On la touche pas. Voilà, ouais. Donc, il existe beaucoup de livres, d'émissions, etc. sur comment faire les choux, comment faire toute la pâtisserie française traditionnelle. Mais on trouve moins de variantes sans gluten ou vegan. Donc, c'est des nouvelles recherches, des chefs qui récemment ont commencé à faire des tests, etc. Et il y a des trucs vraiment surprenants. Mais c'est assez récent que les chefs français commencent à se pencher un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des modes, genre des tendances dans la pâtisserie, genre là c'est la saison du Paris-Brest, là c'est la saison de, je sais pas, les macarons. Est-ce qu'il y a des modes et du coup que vous retrouvez dans les ateliers avec des demandes spécifiques Et complètement. En fait, c'est la Fashion Week dans la pâtisserie, il y a vraiment des modes. Pour donner un exemple, quand on s'est lancé, on faisait beaucoup de number cake. Donc il y a 6 ans, c'était quelque chose qui était très courant sur les réseaux sociaux, qui se vendait beaucoup, etc. Donc c'est des gâteaux, c'est comme un millefeuille, on va dire, mais en forme de nombre, de chiffres. Donc si c'est mon anniversaire, on va me faire un C, on va me faire mon âge, on va faire voilà. Donc ça, il y a 6 ans. Et puis on a vu que la tendance, elle s'est essoufflée. On remplissait de moins en moins les cours, puis ça s'est terminé. Et aujourd'hui, on a arrêté ces cours-là. Et là, ça fait quelques mois qu'il y a eu un vrai boom sur le flan. Et pareil, on le voit sur les réseaux sociaux, les pâtisseries qui en proposent de plus en plus, les chefs qui proposent des recettes innovantes. On a lancé les cours de flan et là, ça marche hyper bien. Donc il y a vraiment des tendances. Après, c'est à nous de voir quelles tendances vont durer ou pas. Lesquelles sont très éphémères, lesquelles sont plus durables. Exactement. C'est quoi du coup la tendance actuellement, genre la tendance de l'été là pour 2026 De toute façon, l'été, c'est toujours les fruits rouges. Oui, donc, logique. Tous les étés, le fraisier est de retour. Et ça, c'est vrai que c'est un indémodable. Et après, comme je te disais, le flan là qu'on a lancé il y a quelques mois,
qui marche hyper bien. Ok, Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut le faire toute l'année. trop bien. Tu as déjà un peu répondu, mais c'est quoi un peu les plus et les moins de ton travail et l'avantage de ton métier, le truc où tu te dis genre ça, c'est un avantage que j'ai parce que je fais ce travail et que tu n'aurais pas ailleurs. Je suppose que le fait d'avoir des pâtisseries C'est sympa. à peu près à volonté, c'est un très bon avantage, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que le fait de juste avoir accès aux meilleures pâtisseries juste dans ton temps de travail? En tant que chef d'entreprise En ou tant que pâtissière plutôt, mais en chef d'entreprise aussi. Pour nos chefs, par exemple, c'est vraiment de pouvoir gérer leur emploi du temps comme ils le souhaitent, pouvoir conserver un équilibre vie pro, vie perso. Et s'ils décident de travailler plus ou de travailler moins, c'est leur choix. Et je pense que cette liberté-là, c'est quand même agréable. Et une fois qu'on y a goûté, j'imagine que ça doit être difficile de retourner dans un cadre 9h-17h ou 5h-14h dans une entreprise. Donc, on va dire que la liberté d'être en freelance en faisant ce qu'on aime, c'est quand même sympa. Et en tant que chef d'entreprise, je dirais la même chose, c'est que déjà choisir ce qu'on fait, c'est-à-dire personne ne m'impose ce que je fais. S'il y a une pâtisserie, par exemple, ou un cours avec lequel je ne suis pas à l'aise, on n'est pas obligé de le développer. J'adore les flancs. Je suis hyper contente qu'on ait lancé les flancs, par exemple. Donc, je suis hyper contente de développer ce cours, de faire les tests de recettes, de faire les dégustations des tests de recettes. Et pareil, en tant que chef d'entreprise, même si on a une quantité de travail qui est différente, on va dire, mais je peux quand même gérer mon emploi du temps comme je souhaite. Ok. Et ça, c'est aussi agréable. Ouais, ça c'est un... Donc, que ce soit pour les freelances ou chefs d'entreprise, il y a une liberté qu'on n'a pas quand on est salarié, qui est agréable, qui arrive avec des inconvénients, mais c'est toujours un équilibre. Si la balance est du bon côté, on voit beaucoup moins les mauvais côtés. Ok, bah écoute, merci beaucoup Chloé de m'avoir reçu. Avec plaisir, merci d'être venue. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Jargon. Salut! Au revoir!